La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Les décisions et recommandations issues de la 17e session du Conseil des ministres de l'Organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest à Lomé. Les 5 pays membres se donnent les moyens pour une institution forte. Lucassi, dans un instant, nous fera le point. Au sommaire également, le gouvernement togolais et ses ambitions pour un taux de couverture électrique national de 75% d'ici 2025. Une volonté qui se manifeste déjà avec le lancement d'une ligne de transport de 161 kV à partir de Kara. Le projet et toute la composante qui y va avec tout de suite dans ce journal. Enfin, une pensée pour les personnes handicapées qui se battent malgré leur état physique. Dans cette édition, nous allons vous faire découvrir un journaliste sportif à la télévision togolaise qui, malgré son état, fait du métier une passion. J'ai nommé Aflima Kwete Johnson. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. À Lomé, l'Organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest, communément appelée Conseil de l'Entente, a tenu sa 17e Conseil des ministres, une rencontre pour analyser le rapport d'activité 2019 des finances et du budget de l'institution. Il faut surtout noter que les ministres ont fait des recommandations présentées dans ce compte-rendu de Lucassi. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est tenue la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente à Lomé. À l'ordre du jour, l'adoption du rapport d'activité 2019 du secrétariat exécutif du projet annuel de performance PAP 2021. Le Conseil a examiné les différents projets en cours dans l'espace et s'est engagé à mobiliser davantage de ressources pour leur poursuite. L'élaboration du programme d'électrification à base des sources d'énergie renouvelables a été saluée par le Conseil des ministres. Ce dernier a donné quitus au secrétaire exécutif pour sa gestion et au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat. Le Conseil a adopté, dans le cadre du budget programme 2020-2022, le projet annuel de performance PAP 2021. D'un montant de 16 651 743 658 francs CFA. Il a encouragé le secrétaire exécutif à accélérer la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités prévues au budget programme pour contribuer à faire des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente des zones de paix, de sécurité, de développement et d'intégration, zones où les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées. Le Conseil a adopté le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente, dont le budget estimatif se chiffre à 12 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2025. Le Conseil des ministres a pris connaissance du rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique et a noté avec satisfaction que l'Afrique de l'Ouest occupe la 2e place au niveau continental avec un score de 53,1 sur 100. Il s'est félicité du score des États membres de l'espace Entente qui est de 52,88 sur 100. L'avancée de la démocratie dans l'espace, traduite par l'organisation des élections apaisées au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo, a été constatée. Le Conseil des ministres n'a pas manqué de féliciter les présidents réélus dans ces 3 pays. Il réaffirme ainsi son attachement à la paix et à la sécurité dans l'espace. Vous avez amplement témoigné
de votre engagement sans cesse renouvelé de contribuer à faire de notre organisation un espace de paix, de solidarité et de sécurité. Au cours de cette session, nous avons ensemble doté le secrétariat exécutif d'outils précieux, de gestion indispensable à la régularité de ces actions assorties de recommandations. Je sais pouvoir compter sur la disponibilité et le professionnalisme du secrétariat exécutif dans l'application des décisions prises par notre Conseil ce jour à Lomé. Nous devons constamment avoir à l'esprit que nos concitoyens attendent des politiques plus inclusives, axées sur la réduction de la pauvreté. Aussi, toutes nos organisations d'intégration sont-elles perçues selon leur capacité à conduire des projets qui améliorent le quotidien de nos populations. L'institution présidée actuellement par le chef de l'État, Faure Zimna Nyazimbe, a pour objectif de promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les pays membres, une intégration économique ainsi qu'assurer la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être des populations. Je vous fais à présent lecture de ces communiqués qui nous viennent de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 13e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année, initialement prévue pour le lundi 7 décembre 2020 à 9h, est repoussée à 15h au siège de l'Assemblée national, communiqué signé par la présidente Yawa Djibodi Tchegan. Toujours ce communiqué de l'Assemblée nationale, la présidente informe les honorables députés que la 14e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 8 décembre 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Communiqué toujours signé par la présidente Yawa Djibodi Tchegan. Comme annoncé en début de cette édition, le Togo, dans sa marche résolue vers l'accès universel à l'énergie de 75% en 2025 et 100% en 2030. Cette noble ambition se concrétise sur le terrain avec le lancement à Kara d'une ligne de transport de 161 kV. La ministre déléguée chargée de l'énergie a procédé au lancement des travaux. Le récit avec Ekwissar. Poste de transformation de la CEB Kara. Tout partira d'ici jusqu'à la frontière Togo-Bénin, soit une distance de 320 km. La ligne 161 kV à construire va traverser les villes de Mango, Dapaon et Mandjouri. Dans chacune de ces trois villes, le projet prévoit l'installation d'un poste de transformation et l'extension de celui de Kara. Les ordres de service remis ici aux entreprises désignées pour le projet donne le là pour les travaux. C'est un projet qui permettra de renforcer la fiabilité du réseau de la CEB dans son ensemble. Parce qu'il va nous permettre d'abord d'interconnecter le poste d'Apaon au Togo au poste de Boakou au Ghana. Il va permettre de relier le poste de Mandouri au Togo au poste de Kompiega au Burkina Faso. Il va permettre de relier le poste de Mandouri au Togo au poste projeté donc au Bénin de la CEB à Porga. Nous avons une mission de maîtrise d'ouvrage, nous avons une mission de coordination, mais nous avons aussi une mission de suivi et évaluation. À ce niveau, la CEB ne va pas faillir. Les résultats du présent projet sont attendus d'ici juillet 2022. Sa mise en œuvre devra faciliter l'installation des centrales solaires dans les régions de la Kara et des savanes. In fine, le projet va permettre au Togo d'améliorer son taux de couverture en énergie électrique. Notre ministère s'est engagé à assurer 75%
de taux d'électrification tout en modernisant le secteur énergétique. De 2, diversifier le mix énergétique en incluant les énergies renouvelables. Ce projet-là, c'est un prérequis pour le lancement des futures centrales qui vont arriver, des centrales solaires dans tout le nord du Togo. Le projet vient boucler le réseau électrique du Togo, le réseau nord-sud, qui permet de couvrir toute l'étendue du territoire togolais. À Kara, la ministre déléguée auprès de la présidence de la République chargée de l'énergie et des mines a visité la centrale de la CET. Elle a été entretenue sur les différentes installations de la structure. En route pour Lomé, elle a fait escale au poste CEB de Sokodé pour toucher du doigt son mode de fonctionnement. À Sokodé, tout comme à Kara, Mila Maounion Aziablé a également eu une séance de travail avec les responsables de la CET. Après les avoir félicités pour le travail effectué à ce jour, elle les a conviés à plus d'ardeur pour le prochain défi, atteindre une couverture énergétique de 100% d'ici 2030. La suite de cette édition avec ce manuel de procédure agroécologique que nous allons découvrir ensemble. Initié par le service chrétien d'appui à l'animation rurale, le document servira de guide pour produire autrement et avoir de bons rendements agricoles. Le manuel et toute sa composante avec Clarissa Ticlé. Manuel de bonnes pratiques agroécologiques. Cet ouvrage de 174 pages est destiné au monde agricole afin d'aider les producteurs, paysans et fermiers à produire autrement mais avec de bons rendements. 15 bonnes pratiques agroécologiques y sont consignées par le service chrétien d'appui à l'animation rurale, SECA, dont la priorité est d'améliorer et de préserver les écosystèmes. Les 15 bonnes pratiques liées à l'agroécologie sont le système de riziculture intensive, la fabrication des engrais organiques solides et liquides, l'agroforesterie, l'association de l'élevage et l'agriculture, le plaidoyer, les techniques de plaidoyer, les questions de vente directe, la production des semences, etc., des bonnes pratiques et qui donnent des bons résultats. Et donc à un moment donné, nous nous sommes dit, si on laisse tous ces éléments-là qui ne sont pas contenus dans un document, qui ne sont pas consignés dans un document, tout ce savoir va s'évaporer. Et donc il était vraiment opportun pour nous de pouvoir écrire un manuel. Et une fois que le manuel est écrit, nous ne pouvons pas laisser le manuel dans nos bureaux. Nous devons porter ce manuel à la connaissance du public qui s'intéresse à la discipline de l'agroécologie. Il s'agit surtout pour le SECAR d'amener les producteurs agricoles non plus à dominer la terre par l'usage excessif des pesticides, mais plutôt à avoir une relation de coopération et de collaboration avec elle en utilisant les engrais organiques. La façon dont on continue par faire l'agriculture de façon conventionnelle, en utilisant de façon excessive les produits chimiques, les intrants chimiques, nous conduit directement dans le mur. Et donc il était question de réfléchir, travailler avec l'agriculteur pour qu'on ait un changement de cap de l'agriculture. Et ce changement, nous croyons, nous pensons que ce n'est pas l'agroécologie. Les techniques de gestion de l'eau, de la biodiversité et des changements climatiques sont également relatées dans ce manuel que le SECAR invite les producteurs agricoles, les animateurs et formateurs en agriculture à s'en procurer. Ils peuvent également faire la commande sur agroécologie@secar.org. Alors que mettre aussi dans l'engagement citoyen pour le développement de nos localités, des jeunes après une formation sur le projet Agweshim se lancent aussi à leur tour pour faire de leur milieu un Eldorado. Yasmine Koudia et son équipe ont surpris ces jeunes en pleine activité et voici son reportage. 3 jours de formation pour cette première vague. Les jeunes d'Agweny V1, visiblement motivés, portent grand intérêt au projet Agweshim. Depuis mardi, nous sommes en train de suivre une formation sur des modules comme le leadership, l'entrepreneuriat, le projet, comment concevoir un modèle business. Ce concours va me permettre de m'engager plus pour le développement durable et aussi pour assainir notre environnement. Nanti désormais de notions et méthodes de travail bien reçues avec des idées précises
4 d'entre eux identifient déjà sur le terrain des endroits insalubres de leur commune. Ces endroits peu salubres feront objet de leur projet à soumettre. Comme vous voyez, c'est un nouveau dépotoir sauvage qui vient de s'installer. Et nous avons remarqué que c'est les populations riveraines qui ont l'habitude de jeter les ordures. Dans un premier temps, nous allons mettre de la propreté ici et ensuite les sensibiliser pour qu'ils arrêtent de jeter ou de salir leur endroit ou leur environnement dans lequel ils vivent. Donc concrètement, cette formation nous permet d'aller sur le terrain et d'agir pour le bien-être de l'environnement. Autre site déjà repéré ici sur la nationale numéro 1, juste en face du CMS à Guagnivé. L'étendue de la tâche est importante, mais nos jeunes restent déterminés. Suite à la formation que nous venons de recevoir durant les 3 jours, nous voulons, jeunes d'Agoué, mettre en pratique le projet Agoué Chem. C'est nous, les jeunes, qui devons, nous allons nous organiser pour venir rendre belle, plus propre la ville, la commune d'Agoué pour que ça soit Chem. On le voit, le projet Agoué Chem, initié par Madame Memounatou Ibrahima, vice-présidente de l'Assemblée nationale, fait déjà des émules. Attendu désormais la transformation ici et là, dans les ruelles d'Agoué, espérez bientôt Chem. Agoué Chem. Nous allons nous y investir davantage. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les journalistes et techniciens de la communication qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat général de la HAC à partir du lundi 7 décembre 2020 de 8h à midi. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information communiquées signé par le président Peter Limani. Un mot à présent sur le projet d'installation de la plateforme industrielle d'Aditi-Copé. Après la phase de consultation suivie du démarrage des travaux, place maintenant aux échanges entre acteurs sur le rapport du projet de développement de la plateforme en vue de sa validation. Compte rendu de la rencontre avec Abel Abouchi, Rissi, Sonia Aménipo. Les populations d'Aditi-Copé en atelier de validation du rapport du projet de développement de la plateforme industrielle d'Aditi-Copé PIA comptant pour la phase 1. L'atelier de validation de l'étude d'impact environnemental et social sur le projet plateforme industrielle d'Aditi-Copé consiste justement à soumettre le rapport aux participants afin que les participants puissent analyser les impacts positifs et négatifs et éventuellement proposer des solutions pour minimiser les impacts négatifs. Le projet PIA, une fois à terme, devra stimuler la transformation des produits locaux et favoriser l'exportation. Il présente bien d'autres avantages pour la population, d'où la nécessité d'une synergie d'action pour la concrétisation du dit projet. C'est un sentiment de devoir accompli. L'environnement sera pris en compte, le social aussi sera pris en compte dans ce projet. Ce qui a été déjà fait au niveau du rapport. Et au-delà du rapport, les populations ont fait des observations sur le plan environnemental et sur le plan social qui vont enrichir ce rapport. Nous avions travaillé d'une façon inclusive et participative avec les populations de la zone de la plateforme industrielle d'Aditi-Copé. Nous leur avons expliqué le projet et nous avions mis un accent particulier lors des consultations publiques sur la santé et la sécurité des riverains.
Donc ces éléments ont été intégrés dans le rapport. La première phase des travaux sera livrée à partir de janvier 2021. 20h20 à Lomé, la suite de votre édition. À Dapan, les agents de douane revisitent les principes qu'impose la zone de libre-échange continentale africaine aux États membres. Une mise à niveau avant l'entrée en vigueur de cette disposition prévue pour le 21 janvier 2021. La rencontre a été initiée par le ministère en charge du commerce. Compte rendu, Tchazina Mbaga. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale forme ici des agents des douanes et des commissionnaires en douane agréés de la région des Savanes sur les exigences qu'impose la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le Togo se prépare ainsi pour être au point le 21 janvier 2021, date de l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Les agents des douanes et les commissionnaires agréés en douane étant les premiers acteurs dans le cadre des échanges commerciaux, il est de bon ton de les former, de les sensibiliser afin qu'ils maîtrisent le processus qui va conférer le caractère originaire aux produits africains. C'est-à-dire qu'ils pourront, à la fin de cette formation, faire une nette différence entre les produits qui vont bénéficier des préférences tarifaires et les produits qui ne doivent pas bénéficier de ces préférences-là. Les travaux vont porter sur la présentation de l'accord cadre de la ZLECAf, les règles d'origine et la facilitation des échanges. Le directeur régional Savane du commerce et le secrétaire général de la préfecture d'Automne ont salué la mise en œuvre prochaine de la ZLECAf qui va à coup sûr relancer l'économie du continent. À noter également que le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat a entamé une tournée nationale. Jeudi dernier, il était à Kara pour échanger avec les acteurs de son département sur les défis à relever par rapport à la feuille de route qui leur a été donné. Compte rendu, Nessonzo. Pour sa première sortie hors de la capitale, le nouveau ministre délégué chargé de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat a choisi la région de la Kara. À cette rencontre, il a échangé avec les responsables des instituts et centres de formation technique et professionnelle. Le ministre a présenté à ses interlocuteurs la charge du département pour implémenter la vision du chef de l'État pour le Togo. Dans sa feuille de route, le département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat a deux grands projets. Le premier s'articule autour de l'augmentation des capacités d'accueil. Le deuxième est lié à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Nous nous sommes engagés à apporter notre contribution à l'implémentation de la feuille de route Togo 2025 en général et surtout de ce qui est assigné à notre secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Nous partons réconfortés parce que nous les avons vus très motivés et nous sommes rassurés. Le travail ne sera pas facile, mais comptant sur la compétence des uns et des autres, nous pensons que nous pourrons le faire, a souligné le ministre Audin. Avant de quitter le centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kretefe Kara, où la rencontre s'est tenue, le ministre a visité certaines salles de classe et ateliers du dit centre. Enfin, une réponse aux soucis de publication sans brevet ni titre des résultats de recherche appliquée. Lomé a inauguré cet après-midi l'Institut national de la propriété intellectuelle, et de la technologie, une plateforme de recherche pour enseignants, étudiants, créateurs et opérateurs économiques. Augustin Kossi pour la séance inaugurale. Au cœur du quartier des hautes institutions du Togo, Lomé met au point un centre de recherche et d'innovation. Voici l'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie, une infrastructure qui abrite désormais le centre de documentation en propriété intellectuelle de l'OAPI. C'est une structure de l'OAPI qui est l'organisation africaine pour la propriété intellectuelle. L'immeuble abrite des bureaux, essentiellement la bibliothèque, la salle informatique et à l'étage nous avons le bureau du DG. L'immeuble est implanté sur un terrain qui fait environ 900 mètres carrés. Les locaux ont été équipés. Une visite guidée des lieux, le temps au directeur général de l'OAPI de vérifier la conformité
des infrastructures aux normes internationales. Un précieux outil pour justement susciter le développement économique à travers la promotion de l'innovation technologique, de la créativité et de l'exploitation des actifs de propriété intellectuelle. C'est l'information qui crée la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée est disponible dans les brevets d'invention. C'est pour ça que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle construit dans les États membres un centre de documentation dans lequel les chercheurs, les inventeurs, les enseignants, les étudiants viendront chercher l'information pertinente. L'information dont vous avez besoin pour mener par exemple une activité industrielle ou une activité de recherche académique. Tout ce qui était attendu par l'OAPI a été mis en place et évidemment l'OAPI a équipé ce bâtiment en matériel de travail. Il aura fallu environ 5 ans pour la construction de cet institut. Coût de réalisation 500 millions de francs CFA pour le ministère du Commerce et de la Consommation locale. C'est une réponse à la divulgation sans brevet des créations et innovations ainsi qu'à la perte de temps et moyens pour des recherches déjà disponibles. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre est en tournée de sensibilisation dans la région centrale. Après Sotoubois et Blita, elle a posé ses valises à Tchamba puis à Tchaoudjo. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Les jeunes doivent être conscients des effets négatifs des comportements déplacés qui suscitent donc des violences sous toutes ses formes. À Tchamba et à Tchaoudjo, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre échange avec les élèves sur les formes de violence en milieu scolaire. Cultiver dans ce milieu les vertus de la non-violence en les conscientisant sur les dangers liés au fléau reste une préoccupation. La Commission entend les préparer à être de véritables acteurs de paix et de développement durable du Togo de demain. L'objet, c'est donc de conscientiser les élèves pour la préservation de la paix. Vous savez que les élèves, c'est une frange de la société très vulnérable qu'on peut manipuler. Elle est très vite manipulable. Voilà pourquoi nous sommes là. L'avenir appartient à ces jeunes-là. On leur demande d'être solidaires. On leur demande l'entraide. Votre rôle, d'abord, c'est d'étudier. Donc, nous voulons attirer la confiance de ces élèves-là. Nous avons installé un club de paix pour régler un certain nombre de problèmes entre les élèves eux-mêmes. Ils sont le relais entre l'école et les parents. Sensibilisation couplée d'installation des clubs de paix et de sécurité. Des citoyens actifs appelés au quotidien à attirer l'attention de leurs camarades et de leurs parents sur les conflits, tout en leur conviant à la culture des vertus de paix et de vivre ensemble. Hors des couteaux, des fusils, il y a aussi qui est la diffamation. Et la diffamation entraîne entre les amis la rancune, les querelles, la mésentente. Ces conflits-là vont vers les parents, après les parents, les sociétés, les milieux, même les pays, les villages et autres. Entre nous jeunes, nous devons éviter ce comportement pour que nous travaillions en paix. La paix aussi, c'est le respect des gestes barrières contre la Covid-19 pour rompre avec le coronavirus. Objectif global visé, amener les élèves à renoncer aux violences sous toutes ses formes, afin de construire un avenir serein dans l'harmonie. L'autre thème de sensibilisation, le respect strict des mesures barrières, seul moyen efficace aujourd'hui pour se protéger du virus Covid-19. La lutte contre les violences armées, la Covid-19, des défis qui nous interpellent tous. Amen. La suite de cette édition, la chef du gouvernement a procédé hier au lancement du projet des pistes rurales. Quel est l'impact du projet sur l'économie des bénéficiaires? Suivez ce reportage. Nous devons poursuivre et accélérer le désenclavement de nos localités. Un projet spécifique d'extension, d'aménagement et de renforcement des pistes rurales permettant de construire 4000 km de pistes sera... Le 2 octobre 2020, cette déclaration sonnait comme un engagement devant l'hémicycle.
2 mois après, Madame le Premier ministre est sur le terrain pour concrétiser cette promesse du chef de l'État pour son quinquennat 2020-2025. Cap sur Povigan dans le Khao, où est lancé le programme d'appui aux pistes rurales. La piste rurale pour un milieu de village à village, de ferme à village. Tout ça, je crois que tout citoyen de ce pays doit savoir ce que c'est et doit louer ce qui aide pour que ces pistes-là soient réparées. Le PAPR, une priorité des priorités du projet de société du président de la République quand on se rend compte des difficultés auxquelles sont confrontées les populations des profondeurs du pays. Les pistes sont gâtées, les véhicules marchent difficiles. Parfois, certains tombent. Il fait des accidents. Le président fort nous fait beaucoup de choses. On le remercie. On a parlé de la santé, on a parlé du marché et l'écoulement des produits agricoles. C'est par les pistes que nous allons pouvoir les faire. L'agriculture, la santé et l'économie, tous les secteurs sont concernés, pour ne pas dire que tout développement commence aussi par là. Comme on nous a arrangé la route, nous sommes très fiers. On allant au marché fièrement, on allant à l'hôpital fièrement. Nous sommes très fiers dans le village. Ça fait bien nos motos, nos voitures, les paysans pour aller au champ, pour amener leurs maïs au marché. Ça fait difficile et les voitures ne viennent jamais. Aujourd'hui, on remercie le gouvernement. Les bénéficiaires, comme on le voit, sont les mieux placés à mesurer l'impact de ce projet sur leur pouvoir d'achat. On va bien vendre nos produits maintenant au marché, nos produits du champ. Ça va aider les enfants, ils iront à l'école aussi. Et maintenant, le véhicule vient chaque fois dans le marché sans difficulté. Le chef de l'État nous a fait beaucoup de choses. Gratitude au gouvernement qui a mobilisé une enveloppe de 48,99 milliards de francs CFA sur le budget de l'État avec l'appui de l'Allemagne et de la France. Pour constater l'effectivité du démarrage des travaux, Madame le Premier ministre a visité certains tronçons dans le Khao et le Zio. Et oui, le reportage que vous venez de suivre est signé Adolphe Paka. Les personnes handicapées, nous les célébrons depuis hier à travers la journée à elles dédiée. Aujourd'hui, l'instance qui a pour vocation la défense des droits des handicapés au Togo a réceptionné son siège à Lomé, un cadre que nous découvrons ensemble dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Des personnes handicapées visuelles au piano ou au micro, ou encore des personnes sourdes qui esquissent des pas de danse au son du tam-tam. Le ton est ainsi donné à la célébration des 30 ans d'existence de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF et l'inauguration de son siège social. Un bâtiment sorti de terre et qui couronne 30 ans d'activisme pour une inclusion sociale au Togo. Le chemin n'a pas été facile. Les premiers responsables ont fait des rêves sur comment engager la FETAF véritablement sur la voie de son autonomie. Et dans ce rêve, il était question que la FETAF puisse disposer d'une maison de personnes handicapées au Togo. Ce rêve progressivement vient de se concrétiser aujourd'hui et il s'agira pour nous de permettre aux personnes handicapées de pouvoir s'orienter et aux partenaires de savoir où la FETAF est plus visible. La construction de ce bâtiment, c'est qu'un élément a vraiment une histoire de succès et de bataille aussi de 30 ans de cette organisation. Et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tous et toutes pour les acquis qui ont été faits pendant cette période, aussi bien à l'État togolais et aussi pour la FETAF. Le ministère de l'Action sociale fait éloge à 30 ans de péripéties, mais aussi de perspectives. Il rend hommage aux pionniers de la lutte pour une reconnaissance des personnes handicapées et appelle à les soutenir à tout point de vue. Des prix ont dans la foulée été décernés aux personnalités et institutions qui ont marqué de leur empreinte la vie de la fédération. La coupure du ruban symbolique et la visite des locaux
ont été les autres temps forts de ce double événement célébré dans le sillage de la Journée internationale des personnes handicapées commémorée le 3 décembre. Et sans transition, allons à présent découvrir cet homme, Aflim Akwete Johnson, journaliste sportif à la télévision togolaise. Malgré son handicap, l'homme vit passionnément son métier. Découvrons maintenant le quotidien de Johnson dans ce dossier signé Antoinette Omao. Va voir. Chaque matin, très tôt, Aflim Akwete Johnson arrive au boulot sur un taxi-moto ou avec l'aide d'un collègue. Aflim vit son handicap depuis la naissance, mais cela n'empêche en rien sa passion pour le journalisme sportif. Une passion qu'il a nourrie depuis son bas âge, ce qui l'amena après sa formation en journalisme à la division des sports de la télévision togolaise depuis 2014. Je suis venu au journalisme par le sport, parce que dès la petite enfance, c'est le sport qui m'intéressait. Tout ce qui était événements sportifs, que ce soit le football, le tennis et autres. Je me plaisais à suivre les retransmissions des matchs de championnat et des matchs internationaux sur Radio Lomé, sur Africa numéro 1, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la passion pour le métier de journaliste est née. Par la suite, j'ai continué dans ce canevas et bon, voilà. Quand physiquement on est limité, ce n'est pas évident de pouvoir répondre à tout moment. Il y a la passion. Et quand il y a la passion, je crois que ça transcende tout ce qu'il y a comme difficulté. À la TVT, je n'ai pas de problème avec les collègues. Personne ne m'a fait ressentir un complexe par rapport à mon état de handicap. Sur le terrain, c'est vrai que parfois, il y a de ces comportements qui vous amènent à vouloir rester un peu dans votre coin. Quand vous allez interroger quelqu'un et que la personne, malheureusement, pense que vous venez quémander. Je crois qu'il y a cette tendance chez nous aussi, et qui fait croire que toutes les personnes en situation de handicap sont des mendiants de griffes, ce qui n'est pas vrai. Toujours apprécié par son chef et ses collègues, il arrive à transcender les difficultés pour donner le meilleur de lui-même. Monsieur Johnson, c'est un battant, il faut le reconnaître, c'est un battant, c'est un monsieur qui se bat beaucoup malgré son handicap. D'abord, il a cette volonté de travailler, quoi. Malgré son handicap, c'est quelqu'un qui aime le sport. Quand il travaille, il le fait avec fierté, une certaine aisance. J'ai du plaisir à travailler avec lui parce que des fois vous avez des idées mais que vous n'arrivez pas à transcrire avec précision. Mais ce qui est remarquable chez lui, c'est que quand tu lui dis ça, il comprend en même temps ce que vous voulez exprimer et il vous a dit, grâce à lui, vous avez le mot juste. Malgré son handicap, Aflim parcourt des distances au quotidien pour effectuer son travail. Aflim est un amoureux de la bonne musique. Quand je ne suis pas en action en tant que journaliste, quand je ne suis pas sur le terrain, quand je ne suis pas à la télé, j'aime bien me reposer en écoutant de la musique. J'écoute beaucoup de la musique, de la bonne musique, surtout du zouk. Il faut donner la chance à ces personnes en situation de handicap de s'instruire, d'avoir un niveau d'instruction acceptable et également quand ils ont la volonté de suivre des formations, qu'on les y aide parce que c'est tout cela qui contribue à rendre la personne en situation de handicap indépendante socialement et financièrement et cela anéantit carrément cette vision qu'on a du handicap qui fait de la personne qui le porte un mendiant. Je crois que les sensibilisations doivent continuer dans le bon sens pour faire prendre conscience aux gens parce que vous ne pouvez pas imaginer combien c'est frustrant, combien c'est assez réducteur et rabaissant quand vous allez vers une personne et qu'elle pense que tout de suite vous venez pour lui demander de quoi survivre. Chacun, à l'instar de l'entourage professionnel de Aflim, est invité à porter un regard différent sur les personnes en situation de handicap. Les valoriser, les encourager, les motiver pouvait les aider à s'épanouir, à faire valoir leurs talents cachés. Contractuel,
Aflim espère pouvoir faire pleinement carrière à la télévision togolaise, cette chaîne qu'il a toujours portée dans son cœur. À l'instant, le quotidien de notre confrère Aflim Akwete Johnson, handicapé de son été, à qui nous dédions d'ailleurs cette édition. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 4 décembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3051, 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2599, 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 387. Et le nombre de décès est de 65. Situations rendues publiques ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiyawa. Cette note avant de refermer cette édition. Ils n'ont aussi ménagé aucun effort pour aider à rompre la chaîne de contamination au nouveau coronavirus au Togo. Eux, ce sont les volontaires du monde qui ont œuvré à divers niveaux pour juguler la crise sanitaire en cours. Le volontaire face au Covid-19 est le thème qui fera objet de débat tout de suite à 21h. Entre Anita Atigakou et ses invités. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.